On a parlé d'harmonisation positive, maintenant il est temps de parler d'harmonisation négative. Alors, concrètement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est super simple. Et je l'ai mentionné déjà plusieurs fois en introduction, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est l'harmonisation négative, c'est l'idée que les États membres doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit communautaire. Et donc, si vous voulez, je fais ce que je veux, si je suis l'État français, je fais ce que je veux dans le respect du droit communautaire. Et donc, concrètement, comment ça se manifeste? Imaginons que, c'est pas, imaginons, il existe un principe en droit de l'Union européenne d'interdiction des aides d'État à certaines entreprises. Si je prévois en droit français une aide d'État à l'une de ces entreprises-là, interdite au sens de l'article 107 et 108 du TFE, à partir de ce moment-là, mon droit interne, même si je suis libre de disposer en matière fiscale en droit interne, je suis libre de légiférer en droit fiscal interne dans cette matière-là, puisque c'est une violation du droit de l'UE, à partir de ce moment-là, je dois changer ma législation fiscale en droit interne. Et donc, on voit bien l'idée, c'est-à-dire que les États gardent leurs compétences en matière fiscale, donc par exemple en matière d'imposition directe, gardent leurs compétences en matière fiscale, mais doivent respecter quand même le droit de l'UE et les principes du droit de l'Union européenne. Et ce n'est pas forcément des principes fiscaux. Et donc concrètement, les normes concernées, vous pouvez le voir ici à l'image, mais ce n'est pas forcément des normes fiscales. Et donc on a le principe d'interdiction des aides d'État à certaines entreprises, la liberté de circulation des personnes, la liberté d'établissement, de prestation de services, de circulation des capitaux. Et donc tout ça, tous ces principes-là viennent créer un cadre dans lequel on peut légiférer en droit français, mettre en place une doctrine administrative, des rescrits, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée. Et concrètement, comment ça se manifeste? Si on devait prendre un exemple, et c'est quoi la portée de ça? Je vais vous donner un autre exemple que l'interdiction des aides d'État à certaines entreprises, mais c'est la série de Saillant. Et donc, s'il faut comprendre ici, je vais vous mettre un peu dans le contexte, mais donc on avait une personne physique qui vivait en France et qui avait investi dans une start-up dont la valeur augmentait entre-temps. Et donc, il veut transférer sa résidence fiscale en Belgique parce que en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Et donc, ici, on voit bien le problème, c'est qu'à l'époque de cet arrêt, l'article 167 bis du Code général des impôts prévoyait que le transfert de domicile fiscal hors France entraîne une imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l'article 1 de l'article 150, mentionné au 1 de l'article 150.0 A du CGI. Mais donc vous voyez bien l'idée ici. Il voulait partir en Belgique pour payer pas d'impôt sur les plus-values qu'il avait faites sur ses actions, sur son investissement dans la start-up. Mais le droit français disait qu'à partir du moment où il quitte le territoire français, il doit payer l'impôt sur les plus-values. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, vous voyez bien que c'est une violation, ce mécanisme-là, c'est une violation, c'est une entrave à la liberté de circulation, parce qu'en mettant en place ce mécanisme, ça fait que moi, j'ai moins envie, si j'ai des actions en France et que j'ai envie de partir en Belgique, mais que si je pars en Belgique, je vais me faire imposer directement, alors que j'ai pas envie de forcément de retirer, de récupérer mes plus-values. Eh ben, vous voyez bien que ça viole un peu ma liberté ça entrave ma liberté de circulation. Et donc la Cour de justice a ici dit que ces mesures sont une entrave à la liberté de circulation. Donc c'est un contrôle de proportionnalité. La Cour de justice a considéré que le simple fait de présumer qu'il partait, que ici le ressortissant français partait en Belgique pour des raisons fiscales, des raisons d'évasion fiscale, eh ben, c'était complètement disproportionné à l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale et la loi de finances 2005 a abrogé cet article, l'a réintégré en 2011 en mettant en place en aménagement le mécanisme d'imposition des plus-values latentes. Mais donc vous voyez un exemple d'harmonisation négative. On a modifié le droit interne pour qu'il soit conforme aux exigences du droit de l'UE. Maintenant, quelques points que je peux peut-être mentionner à part ça, c'est les modalités de fonctionnement de l'harmonisation négative. Donc en principe, c'est le juge national qui apprécie la conformité du droit interne au droit de l'UE. La Cour de justice de l'Union européenne reste compétente pour les recours en manquement et les questions préjudiciables. Concernant les recours en manquement, c'est l'article 258 du TFE et l'article 260 du TFE. Concernant les questions préjudicielles, c'est l'article 267 du TFE. Concernant la transmission des questions préjudicielles, ça peut être assez intéressant à mentionner quand même. Euh, c'est les juridictions suprêmes nationales qui font une interprétation du droit de l'UE et qui disent si ça mérite ou non d'être transmis, de former une question préjudicielle, si les faits d'une situation nécessitent ou pas d'être transférés.
Et ça, c'est lorsque, donc on retient le principe que si l'interprétation du droit de l'UE est jugée d'une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, alors il n'est pas nécessaire de transmettre la question. Voilà. Je peux aussi mentionner qu'il y a d'autres instruments alternatifs d'influence européenne en matière fiscale, donc des instruments contraignants, c'est les conventions qui permettent de coordonner la position des États sur la répartition de la matière imposable. Donc, par exemple, c'est la convention prix de transfert, par exemple, et on a d'autres types d'instruments d'influence européenne en matière fiscale, c'est le soft law, donc tout ce qui est règlement, recommandations, paquet. Donc paquet, c'est un ensemble de mesures que la Commission européenne envisage de prendre pour adopter justement un objectif commun. Donc ça, c'est de la soft law, donc c'est pas imposable, c'est pas du droit dur. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'harmonisation négative. Dans la prochaine vidéo, on va voir les normes fiscales internationales. Voilà. Ciao.